on peut commencer, vous équivoquer, et si vous avez une connaissance de près ou de loin de l'analyse transactionnelle. Je sache un peu à qui j'ai affaire. Allez, tu commences. Alors, moi, je suis Stéphane. Et j'en profite déjà pour vous remercier de venir à cet entrepreneur. On propose chaque mois à un de mes partenaires de vous parler d'un sujet, d'ouvrir en fait, de défricher un sujet. Donc en 1 heure, on n'a pas le temps effectivement de creuser énormément, mais ça permet de sensibiliser les gens et puis d'en savoir un peu plus, de savoir que les choses existent, d'essayer de comprendre si ça peut nous apporter des choses ou pas, et du coup de creuser ou pas après le sujet. Voilà, j'en profite pour te remercier. Bon, écoute, Ça fait déjà un petit bout de temps qu'on se connaît. Hein, oui, c'est vrai, ça commence à faire. Ça commence à faire, voilà. On n'était pas ensemble à la maternelle, mais on s'est quand même rencontrés il y a quelques années. Non. Donc, merci beaucoup de venir nous faire cet atelier. Voilà, et donc moi je suis Stéphane, le gérant de bureau Stop, d'un bureau et plus et du centre équilibre. Et puis bah oui, j'ai déjà été confronté à des petits ateliers ou des choses comme ça, d'ailleurs avec toi, oui, voilà, certaines fois. Donc c'est des choses qui m'intéressent, toujours de creuser, et puis je trouve que ce sont des outils, bah, après on verra, je ne vais pas les ficher, mais qui peuvent être hyper puissants en fait dans notre quotidien, à la fois personnel et d'entrepreneur. Voilà. Bah, du coup, enchantée, moi c'est Aya, chargée de com et événementiel du coup dans Top. Je suis en alternance ici pour 2 ans. J'ai commencé en septembre, là, il y a 3-4 mois. Au niveau du sujet, je connais rien du tout pour le coup, donc c'est une grande découverte. Mais je vois que c'est relié un peu du coup au sentiment ou à notre esprit en tout cas. Et que ça peut être intéressant parce qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc je suis partante, c'est pour ça que je suis là. Bon, je suis Béatrice, je travaille avec Stéphane et Aya pour la gestion de Provatis. Et j'ai une activité complémentaire d'accompagnante en développement personnel. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une initiation à l'analyse transactionnelle. Et la souveraineté, ça me parle bien, puisque j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Souveraine. Alors, Nelly Régementel, moi je suis indépendante, je fais des prestations en gestion, en comptabilité administrative depuis 10 ans maintenant. Je travaille beaucoup chez moi, toute seule. Pour un moment, maintenant je suis à bureau à Fresnes aussi, mais je suis comme travailler toute seule dans mon bureau, donc c'est assez difficile d'être toujours isolée. Et je ne connais pas trop ce sujet. Donc, on a parlé quand j'ai vu l'annonce passer. J'ai dit, tiens, c'est pour moi. Ça peut que m'aider. Parce que j'ai pas beaucoup d'interactions professionnelles matin. Donc, merci pour avoir assumé mieux sa place, son rôle aussi, je pense. Alors moi c'est Marie-Emmanuelle, je suis assistante administrative en freelance, donc en indépendante aussi. Je suis en octobre depuis, je sais pas, 6 mois, pas 1 an. Et puis je découvre un peu l'environnement, et puis c'était l'occasion pour moi de participer à cet atelier, je ne connais pas du tout. L'analyse transactionnelle, c'est ça. Donc, oui, le terme est un peu rébarbatif. Ce sera voilà, une découverte pour moi. Du coup, moi, c'est Gwendoline et je ne connais pas non plus l'analyse transactionnelle. Je pense que ça me parlait parce que c'était plus, ça décrivait un peu la posture entrepreneuriale, etc. Donc ça, je pense que je suis toujours en train de me chercher. Et j'ai été attirée par l'atelier parce que c'était toi et que je t'ai croisée plusieurs fois ces derniers temps. C'est un signe. C'est un signe, c'est ça. Agnès, qui suis-je? C'est pas moi qui vais dire. Non, mais Agnès, je suis expert immobilier thérapeute.
je connais l'analyse transactionnelle. Je suis toujours intéressée par ce que propose le handicap. Et comme j'étais là, parce que je suis maintenant en province, comme j'étais là, je m'y profite. Eh bien, bienvenue. Bienvenue, puis alors, merci à tous d'être là et d'avoir exprimé un intérêt pour cet atelier. J'espère que quand vous partirez, vous serez content d'avoir assisté à l'atelier et que vous aurez des envies d'approfondissement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une heure, c'est très court. L'analyse fractionnelle, c'est un sujet moi, qui m'occupe depuis des années, que j'ai retrouvé d'ailleurs, parce qu'en fait, bon, alors moi, je m'appelle Marie-Pierre Lescure, je suis psychopédagogue, je travaille dans le champ de l'éducation sur un grand projet d'éducation à la paix. Donc, j'ai apporté des petits flyers pour aller voir si ça vous intéresse, avec des enfants, des adolescents. Voilà. Et donc, on est en plein développement en ce moment. Mais ce qui est assez curieux, c'est que j'ai retrouvé un livre d'analyse transactionnelle qui s'appelle Le pouvoir du cœur, magnifique livre de Claude Steiner. Et Claude Steiner est un monsieur qui est connu à plusieurs titres. Déjà, c'est un des disciples d'Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, dont je vais vous parler brièvement. Et c'est celui qui a écrit Le conte chaud et doux des Chaudoudous. Vous connaissez ce livre? Je vais vous raconter tout à l'heure sur la temps. Moi, je peux rester jusqu'à 13h30. Je sais que normalement l'atelier, c'est 1 heure, mais ça peut être 1h30. Vous verrez en fonction de vos possibilités. Et, donc voilà, Claude Steiner est vraiment une personne remarquable. Et en lisant son livre, je me suis dit, mais c'est incroyable. Je ne me suis pas rendu compte à quel point j'avais été influencée par l'analyse transactionnelle pour créer cette méthode qui s'appelle la méthode, tu as tout compris, d'éducation à la paix. Ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, je n'avais pas mesuré à quel point j'avais été imprégnée par cette. Je raconte toutes. Oui, alors vous allez me dire 2-3 mots sur qui vous êtes. Je suis prête. Bah moi, du coup, oui. Bonjour, donc Carole, je suis consultante, j'ai fait de l'accompagnement individuel et collectif. J'ai un bureau au top, au premier étage, donc je suis impardonnable, mais j'étais en rendez-vous avec une cliente que j'ai mis dehors un peu vertement, je suis en retard. Voilà, pardon. Okay. Et l'analyse transactionnelle, vous avez une connaissance vraiment juste de base, très bien. Déjà. Voilà. Bon, moi, je racontais que j'avais rencontré l'analyse transactionnelle, parce que j'ai commencé à en faire, je devais avoir une trentaine d'années. Et j'ai fait tout le cursus de formation, de certification. Je suis certifiée et superviseur européen, donc c'est un bon titre, et qui peut m'amener à créer des formations certifiantes. En fait. Dans le cadre de l'analyse transactionnelle, je peux faire un document qui certifie que vous avez fait une formation. L'analyse transactionnelle se présente d'abord avec un 101, qui existe aux États-Unis. Le 101, ça veut dire c'est une introduction sur 2 jours. Puis après, il y a tout un process que je ne ferai pas moi aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de faire ça. Mais de faire des 101, c'est assez amusant parce que j'ai été appelée là récemment. Il y a des nouvelles demandes. C'était un bon moment que je n'avais pas partagé cette méthode. Mais comme je l'ai découvert avec enthousiasme qu'effectivement, ça m'avait imprégné bien plus que je n'avais imaginé, je me suis dit c'était un signe. Il y a quelque chose à transmettre. Alors, Eric Berne, c'était un monsieur qui est né en 1910 et qui est décédé en 1970. C'est un contemporain donc, de Freud, quelque chose comme ça. Donc, il était très, très imprégné par la psychanalyse, lui-même étant médecin. Et c'était un médecin qui se disait vraiment médecin parce que le médecin, c'est celui qui soigne. Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin. Dans la mesure où on soigne, on est médecin. Donc, il avait une posture très centré, très rebelle, il ne s'est pas fait que des amis, et il a adoré la psychanalyse qui lui apportait vraiment un éclairage sur la connaissance des personnes, et il a voulu passer cette formation et devenir psychanalyste. Et quand il s'est présenté à San Francisco et des idées qu'il avait un petit peu bousculantes, je vais vous dire laquelle, par exemple, qui a tout de suite pas plu du tout au comité, au jury, c'est qu'il a été recalé. On lui a dit, monsieur, vous ne faites pas de psychanalyse. Pourquoi? Parce que lui, il l'a dit d'emblée, il faut donner de l'information aux personnes et on ne les laisse pas sous perfusion pendant 20 ans. On donne de l'information et on accompagne le changement. Et donc pour lui, l'analyse transactionnelle qui n'existait pas encore, mais la psychanalyse devait être à cet endroit-là, devait parler à la personne qui est dans la rue, enfin pas forcément un spécialiste, un expert, et que ça devait donner des clés sur comment je perçois ma vie et comment je peux agir de manière concrète pour en améliorer l'existence. Donc évidemment, il s'est fait jeter, ça a été très douloureux pour lui parce qu'il se sentait psychanalyste dans l'âme, vraiment, les propos, les découvertes de la psychanalyse lui parlaient énormément. Mais
ça a été, vous savez, dans la vie, on a souvent ce constat, c'est qu'on vit des épreuves, et de ces épreuves-là, des fois, il y a un beau cadeau. Et en fait, il a vécu une épreuve, vraiment, parce qu'il en parlait longtemps après encore, en disant que c'était quelque chose qu'il avait vraiment trouvé que c'est très injuste, mais ça lui a permis de créer l'analyse transactionnelle. Donc l'analyse transactionnelle a un fondement vraiment très fort de psychanalyse, avec la volonté de le rendre accessible par tout un ensemble de grilles de lecture, d'outils qui sont appréhendables à partir de l'âge de 7 ans. Donc pour lui, il voulait vraiment que ce soit clair, compréhensible pour des enfants de 7 ans. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus dense hein, ça peut paraître parfois quand on envoie les outils. Qu'est-ce que vous connaissez comme outil ou qu'est-ce que vous avez entendu parler au niveau ceux qui ont fait un petit peu d'analyse transactionnelle? Qu'est-ce que vous avez en tête? Les états du moi, par exemple? Oui. Les états du moi, oui. Le triangle dramatique, hein, persécuteur, sauveur, victime, qui est souvent repris à toutes les sauces d'une manière très superficielle. Enfin bon, c'est comme le PE, hein, je suis dans l'état parent, adulte, enfant. Chaque état du moi est très, très complet, très dense à comprendre et à intégrer par rapport à notre personnalité. Et souvent, quand c'est présenté en théorie dans des entreprises, c'est extrêmement superficiel. Ça dénature en fait la profondeur de la théorie, ce qui est bien dommage, et ce qui peut-être a fait que ça a été aussi un peu en perte de vitesse en France, même s'il existe encore des groupes qui travaillent en analyse transactionnelle et qui le diffusent en termes de formation. Mais j'ai pu remarquer moi-même que parfois c'était voilà, extrêmement dénaturé. Donc, du coup, ça perdait le sens. On disait, oui, c'est pas très intéressant, en fait, finalement. C'est sympa, mais tu vois, il n'y a pas vraiment. Alors que c'est extrêmement profond. Et Eric Berne, c'était quelqu'un qui était profondément libertaire. Et pour lui, l'analyse transactionnelle, c'est une possibilité de se libérer des conditionnements qui entravent notre existence. C'est comment, à l'intérieur de moi et de ce que je vais reconnaître de moi et connaître de moi, je vais pouvoir entrer en relation avec les autres d'une manière plus libre, en étant conscient de qui je suis et de comment je peux communiquer avec les autres. Donc c'est une théorie, mais extrêmement puissante, qui, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société, et on ne peut plus adapter, c'est-à-dire comment est-ce qu'on retrouve notre souveraineté. Puisque l'idée d'Eric Berne, c'est qu'on est tous OK, alors ça c'est les termes américains, c'est-à-dire qu'on est, moi je parle de souveraineté, on arrive avec une énergie, une possibilité d'exercer sa souveraineté totale. C'est-à-dire qu'on a des potentialités énormes. Vous savez qu'un enfant qui est mis dans une situation sociale où il y a 4, 5, 6 personnes qui parlent des langues différentes, il va apprendre ces langues-là sans effort. Ça va s'imprégner en lui et il saura parler 4, 5 langues comme si c'était naturel pour lui. Mais ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire que des enfants qui seraient baignés dans un domaine artistique avec une qualité d'apprentissage, d'expérimentation, d'ouverture, deviendraient des peintres extraordinaires, des musiciens extraordinaires. Enfin, on est porteur de ça. On est porteur de cette souveraineté, de ce côté absolu qui est à l'intérieur de nous. Et on méconnaît encore aujourd'hui toutes les compétences qu'on peut avoir, même extrasensorielles, hein, de se connecter, de pouvoir saisir une intuition, c'est incroyable. Et de pouvoir agir sur sa vie. Moi, je dis aux enfants, vous êtes créateurs de votre propre vie, mais aujourd'hui, les travaux en physique quantique le montrent. Ce n'est pas juste une idée de quelques gens perchés. C'est-à-dire que si tu exprimes une énergie qui part de ton cœur, pas que ce soit dans le mental, mais une énergie qui est associée à une émotion du cœur, de quelque chose que tu souhaites voir advenir, et qui est quelque chose de beau, je veux dire quelque chose pour les autres, pour toi, mais dans l'amour, eh bien, il va se passer des choses. On rencontre des personnes, il y a des synchronicités qui apparaissent, enfin, c'est absolument magnifique. Sur ce sujet qui n'est pas l'analyse transactionnelle, mais je vous invite très fortement à lire le livre de Greg Braden, si vous ne l'avez pas déjà lu, qui s'appelle La Divine Matrice, son premier livre qui est sorti il y a 17 ans, et bien qui est remarquable. D'abord, cet homme est scientifique, donc il a construit vraiment son propos d'une manière extrêmement précise. En plus, il a développé donc, sa spiritualité, au sens large du terme, et il fait une présentation de comment ça marche et pourquoi ça marche, et pourquoi on a besoin aujourd'hui de se connecter à ça. Et il vient d'écrire un livre qui vient de sortir qui s'appelle Pur Humain, où il dit aujourd'hui nous sommes à un carrefour. C'est-à-dire que vraiment, soit on connecte, on va vers notre souveraineté, on en prend conscience, et ensemble, voilà, on reprend les rênes et on fait quelque chose de beau sur cette terre, ou alors on va vers le transhumanisme, ce qui était effectivement programmé pour nous au départ, avec des puces anti-cerveau, des trucs qui font que on attaque ta divinité, on attaque ta souveraineté. L'attaque sur des humains aujourd'hui, elle est à cet endroit-là, et pas ailleurs. Elle est au niveau de notre souveraineté et de notre divinité. Alors,
je vous parle de tout ça, je vais dire, c'est pas tout à fait de l'analyse forensique, mais je dirais que ça découle vraiment de ce que Berne souhaitait mettre en place, qui a été repris après par ses disciples, de cette capacité à se reconnecter à la belle personne que l'on est pour pouvoir avancer avec les autres dans une transformation qui va vers l'amour. Alors, dans le schéma que je vous ai indiqué, donc ça parle de ce premier concept qui est on est de manière OK, c'est-à-dire on est vraiment complet avec donc je le répète parce que c'est tellement important, des potentialités exceptionnelles qui peuvent se reconnecter, alors pas toutes, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut être béni avec des gens qui parlent plein de langues, on va pas apprendre ces langues, là, ça va s'imprégner comme ça, notre cerveau est déjà constitué d'une certaine manière, mais on a une capacité de se développer de façon extraordinaire. Je pense que beaucoup d'entre nous le méconnaissent encore. Donc, ça, c'est le principe de base. Et ce que dit Eric Berne, c'est qu'après, on est dans un milieu familial, sociétal, qui va nous réduire. Alors, ils ne le font pas, enfin, je veux dire, nos parents ne l'ont pas fait volontairement. Eux-mêmes, ils ont subi aussi certaines consignes, manières de voir, de penser, qui ont fait qu'ils se sont rétrécis, puis après, ils ont leurs enfants, puis ben, voilà, ils pensent que la meilleure façon de vivre, c'est de faire des études comme ça, d'avoir un bon métier, de pouvoir gagner sa vie, acheter sa maison, se marier. Enfin, après, il y a le chemin des gens qui sont bien reconnus comme étant des bons citoyens. Et puis, des fois, tu en as d'autres qui sont un petit peu électrons libres, mais voilà. Donc, lui, il parle vraiment de ce principe qu'ensuite, ben, voilà, c'est là où ça se complique, parce que nous avons cette possibilité d'incarner notre souveraineté dans notre corps, dans notre vie. C'est possible, puisque c'est l'objectif initialement. Sauf que là, vous voyez, il y a une espèce de brouillard hein, qui est créé et qui va faire que bah, du coup, ça s'incarne de façon un peu plus parcellaire, de façon un peu plus compliquée. Parce que nous avons entre le cœur et le mental deux problématiques à résoudre. Le cœur, c'est tout ce qui est lié à l'émotion. Alors, c'est lié à l'amour aussi, c'est lié à cette puissance, cette énergie de vie qu'on a en nous et qui effectivement nous permet de nous retrouver, d'être en contact avec les autres et puis de vivre de belles relations. Mais le cœur a aussi son problème, c'est que si on ne sait pas gérer ses émotions, on se retrouve avec un brouillard dans la tête qui va ne pas faciliter le contact avec notre souveraineté. Donc, il y a une nécessité d'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire de savoir reconnaître les émotions qui sont dans notre corps. Alors, je précise dans notre corps, parce que je vous conseille, si vous avez, parce que bon, comme on a tellement peu de temps, je ne peux pas développer les sujets plus que ça, mais il y a des vidéos de Tal Chaleur. Vous connaissez Tal Chaleur? T-A-L-C-H-A-L-E-R. Il y a une vidéo qui s'appelle « Les émotions dans le corps », je crois. Et c'est un homme qui est décédé, là, il y a très peu de temps, qui avait 91 ans, qui était un médecin, et puis après, qui avait fait un développement dans différents domaines, parce qu'il avait fait du chamanisme, on était rentré dans différentes conceptions de la connaissance de l'humain. Et lui, il insiste beaucoup sur le fait que dans le corps, les émotions sont d'abord présentes. C'est-à-dire que tu as un événement qui se passe, d'abord dans ton corps. Et après, on monte ici, puis alors soit on va entretenir le truc, on va se faire des nœuds dans le cerveau, puis ça va aller de plus en plus mal. Voilà, on va essayer d'éviter le problème, on va l'enfouir, et puis un jour ça ressortira d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, j'ai une belle-sœur là qui vient de faire un burn-out grave, et elle a le profil type de la personne qui ne s'arrêtait jamais, qui faisait plein de sport tout le temps, qui était tout le temps en hyperactivité. Enfin, moi, elle me donnait de tourner. D'ailleurs, j'avais du mal quand j'étais avec elle. J'avais l'impression que je me sentais inutile tellement tout était déjà fait parce qu'elle était là. Une forme de boulimie comme ça d'activité. Et puis, donc, elle était très, parler du corps, elle faisait énormément de sport intensif. Tous les jours, elle courait, enfin, vraiment quelque chose de très, très puissant. Et en fait, elle est tombée. Elle s'est fracturée la tête de l'humérus. Et qu'elle ne peut plus courir. Pour l'instant, ça fait 4 mois que ça dure. Elle ne peut plus aller travailler parce qu'elle ne peut pas conduire. Donc, elle s'est retrouvée en position immobile. Et là, voilà, tout ce qui a été évacué par le corps au niveau du sport, eh bien, on ne s'est plus évacuer, tout est remonté et elle est dans une dépression extrêmement grave actuellement. C'est-à-dire que ça a été le raz-de-marée. Tal Chaleur dit très simplement que ne pas contrecarrer ça, toutes les émotions passent par le corps, donc qu'est-ce qu'on fait de ça?
déjà de savoir à quel endroit, qu'est-ce que je sens dans mon corps, c'est une question à se poser quand on n'est pas bien. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il donne des exercices extrêmement simples, comme l'exercice du tigre, et après, on peut en inventer plein d'autres. Il dit, aussi bien pour les adultes que pour des enfants, il dit pour des enfants, pour une classe agitée, faire ces exercices-là avec l'enseignant, ça dure 3 minutes. Ça permet de se retrouver après, posé et d'avoir une qualité de réflexion. Mais comme nous sommes dans une certaine bienséance, il y a des choses qui ne se font pas, on ne va pas crier, on ne va pas faire des grimaces, on va pas. Ouais. Donc du coup, on est un peu coincé parce que surtout quand tu es en colère, on dit bon, calme-toi, voilà, maintenant, tu réfléchis et dis-moi ce dont tu as besoin. Mais on oublie le corps. Et donc de faire des exercices précis, alors vous verrez dans la petite vidéo un exercice qui s'appelle l'exercice du tigre, qui est fort sympathique, on peut le faire en équipe. C'est à un moment donné, quand on sent qu'on est fatigué, tendu, ou qu'on a une contrariété, etc., c'est un exercice qui fait comme si le tigre qui grattait après un arbre. On fait ça plusieurs fois, puis on termine par voilà. On le fait plusieurs fois, mais vous n'imaginez pas le bienfait que ça représente. Moi, je l'ai fait avec des enfants, et j'ai vu, effectivement, avec des groupes, et j'ai vu l'effet immédiat. Et c'est valable aussi pour les adultes. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau du cœur, alors, Eric Berne développe effectivement les besoins qu'il y a derrière chacune des émotions, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des émotions, mais on les explique et parfois on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on en parle avec les enfants, les adultes peuvent dire je suis en colère, ou je me sens triste, ou bon, ça avant ça n'existait pas du tout, donc là c'est déjà un pas en avant. Mais ce qui est important, c'est de savoir quel est le besoin qu'il y a derrière chacune des émotions. Parce que s'il y a un besoin qui est reconnu, eh bien, on peut faire quelque chose pour que ce besoin soit satisfait. Alors, on va faire un petit topo sur le cœur pour éviter, donc ce que je vous dis, pour éviter l'encombrement du cœur, pensez aussi à pouvoir recevoir l'émotion dans votre corps et à la dégager. Et ensuite, quand vous revenez au mental avec un peu plus de calme, de pouvoir vous dire, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau de la colère, le besoin, c'est qu'est-ce qui va déclencher de la colère? On ne respecte pas mes limites. Oui, on ne respecte pas mes limites. Par exemple, qu'est-ce qui peut déclencher votre colère? Le sentiment d'injustice, c'est très présent. Le sentiment d'injustice, on ne respecte pas mes limites corporelles, enfin voilà, au sens large du terme. On va me bousculer, on va m'insulter, on va me. Voilà, d'accord? Donc ça, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent. Donc la colère parle de ça. Donc c'est une émotion, mais qui est extrêmement importante, qui a été énormément refoulée. Parce que la colère, c'est justement la ligne droite vers la souveraineté. Parce que si je n'exprime pas des choses qui me contrarient, qui m'envahissent, qui me dérangent, bien en fait, je me soumets à un cadre qui n'est pas le mien. Parce qu'il ne faut pas faire de bruit, parce qu'il faut être poli, parce que, etc., etc. Donc la colère, c'est une émotion bénie, en fait, pour la retrouver vraiment comme élan qui nous permet de retrouver notre liberté. Donc le besoin qu'il y a, c'est un besoin de mettre des limites. Remettre des limites. C'est le besoin premier. D'accord? Alors, je peux vous dire déjà, par contre, qu'il y a des émotions qui sont... oui, j'essaie de le faire clairement. Si vous remettez des limites à un endroit où vous sentez que ça n'a pas été respecté, mais que vous vous sentez toujours en colère, c'est qu'il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que les émotions, vous voyez, comme un jeune enfant, par exemple, avant 3 ans, quand ils ont une émotion, ils l'expriment directement. C'est spontané, c'est direct, ils vont se mettre à crier, ils vont se mettre à pleurer, enfin bon, voilà, c'est naturel. Après, justement, ça va dépendre de la réponse de l'environnement. Et il y a des émotions qui ne sont pas acceptées. Moi, par exemple, dans ma famille, j'avais un père qui était assez colérique, mais je veux dire, en l'occurrence, il n'acceptait pas la colère de ses enfants. Et moi, cette émotion, ça a été une émotion qui a été bloquée pendant très longtemps. Alors, colère, ça ne veut pas dire je me mets à hurler. Ça veut dire je sens qu'il y a un truc qui ne va pas et que j'ai besoin de dire stop. Stop. J'ai besoin de remettre des limites. Et ça, mais j'étais super mal avec ça. Et moi, quand j'étais en colère, je me mettais à pleurer. J'exprimais de la tristesse. Parce que la tristesse, c'est une autre émotion qui a sa fonction, mais qui, effectivement, n'est pas l'émotion forcément toujours adaptée par rapport à la situation. Donc, si je suis en colère, ça veut dire que lorsque je mets des limites, alors déjà, je me connecte à mon corps, je dégage tout. Après, je mets des limites où je trouve les moyens de les mettre, ces limites, et bien la colère, elle disparaît.
C'est tout. Et si elle reste, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et ça peut être donc une émotion parasite. Puisque moi, quand la colère, je ne l'exprimais pas, donc moi j'exprimais de la tristesse et l'émotion, la véritable émotion, elle était derrière. Donc c'est très important de connaître de quoi j'ai besoin pour chacune des émotions pour voir si je le mets en œuvre, est-ce que mon émotion disparaît. Ça, c'est vraiment très pratico-pratique. D'accord? Alors, la tristesse. La tristesse, on la ressent quand on est soumis à quelque chose qui s'arrête, une perte, alors que ce soit bien sûr une personne auquel on était attaché, ou je quitte mon emploi, je déménage, enfin voilà. Les petits deuils de la vie sont fréquents, voilà, et ça fait partie de la vie justement. Et de quoi a-t-on besoin? Quel est le besoin de la tristesse? Un besoin, je dirais, social, parce que je ne vais pas développer, il peut y avoir un besoin premier qui est de se replier sur soi. Et si je reste replié sur moi, ça ne va pas évacuer ma tristesse. Donc, de quoi j'ai besoin, sachant que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que c'est ça qui fait notre humanité, de quoi on a besoin par rapport aux autres. Là, c'est de mettre des limites et là, c'est L'attention, l'amour, l'attention. Amour, attention, être consolé. Voilà, être consolé. Et pas quelqu'un qui va te raconter la vie sur ce que tu devrais faire. Bon, arrête, maintenant il faut sortir, vas-y, c'est bon. Non, c'est juste être accepté comme tu es, dans ta tristesse, dans ta difficulté. Hein, donc là, au niveau de la tristesse, c'est vraiment le fait d'être consolé. Voilà. Et moi, qui exprimais de la tristesse, mais qui n'était pas la bonne émotion, si on venait me consoler, j'envoyais balader la personne. Oui, parce que c'était pas de... D'accord, donc c'est comme ça qu'on reconnaît la validité des émotions. Hein. Colère, tristesse, après, il y a la peur. Oh, voilà une émotion qui a été beaucoup activée ces dernières années, mais encore maintenant. Hein. Donc pourquoi? Parce que la peur, la première réaction de la peur, c'est la paralysie. Donc plus tu es figé, moins tu es dangereux pour des gens qui décident que tu devrais faire autrement. Donc en fait, la peur a été très, 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 très active. Hein, que ce soit ces périodes Covid, quand je relis, je vois des coupures de cheveux que j'avais gardées, je montrais à chaque fois, chaque jour, la montée en flèche de mortalité. Enfin, vraiment, tout était fait pour vraiment inscrire la peur en nous, tu vois, pour que on soit sensible justement au sauveur qui allait arriver et lui trouver des solutions. Donc, la peur, c'est quelque chose qui, normalement, est relié à un danger. Après, à nous de vérifier si ce danger est réel ou fantasmé. Mais sinon, c'est ce qui a aussi sauvé notre humanité, d'être en connexion avec cette peur. Hein, je ne vais pas tomber dans le précipice, je ne vais pas faire des choses, tu vois, je suis connectée, je fais attention, la peur est en moi, donc je suis beaucoup plus vigilant. Donc, c'est quelque chose qui nous protège du danger. Donc, ce dont on a besoin, c'est d'être protégé, la protection. Alors, soit on s'accorde de la protection soi-même. Voilà, je ne me sens pas bien, là, je vais faire une conférence, je suis un peu stressée. Comment je vais pouvoir faire pour être mieux? Quelle stratégie adopter pour que je sois plus calme, etc. Je me protège. Après, je peux demander à des personnes, est-ce que tu peux m'aider? Je vais te présenter mon plan, tu me diras si c'est... Voilà, je mets en place des choses qui vont faire que je suis protégée. OK? Et puis, alors, il y a la joie. Alors, comme vous le voyez, il y a des émotions qui sont plus considérées comme négatives. Aucune ne l'est négative. Elles sont toutes extrêmement utiles. C'est vraiment des radars essentiels pour nous. Et au niveau de la joie, c'est vraiment lorsqu'on a des choses qui nous arrivent, qui nous font plaisir, qui ont un développement, une bonne nouvelle, qui nous ravit. Et ça, on a besoin aussi de quelque chose à cet endroit-là. Parce que si on reste juste tout seul avec ça, ça crée un stress. C'est étrange, mais ça crée un stress. Donc, on a besoin de quoi pour libérer ce stress? Eh ben, on a besoin de partager. Et ça, parfois, on ne prend pas le temps. Hein. On oublie des petits moments où, justement, on va prendre le temps de se poser, puis de partager les bonnes nouvelles, les bons moments, avec des personnes qu'on aime. Soit on fait un petit événement particulier pour ça, où on prend le téléphone et puis on en parle. Mais c'est très important aussi. Ça fait partie de cette énergie qui circule. D'accord? Et plus on a cette capacité à pouvoir écouter son cœur, eh bien, plus on va être en capacité d'être dans cette libération du cœur qui va permettre de se centrer sur l'amour, et qui va permettre d'être plus nous-mêmes, etc. Avec les enfants et dans les groupes, je mets en place des conseils vivement, parce qu'il y a nous avec nous, puis après il y a nous avec les autres, hein, de faire ce que les enfants ont appelé d'ailleurs les cercles de paix, les cercles de régulation, qui sont essentiels.
comment on peut se retrouver régulièrement, au moins une fois par semaine, ou à la demande quand on a un problème, si on travaille ensemble, ceux qui travaillent en équipe, etc., pour se dire, eh bien voilà, qu'est-ce qui pèse sur mon cœur aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais besoin de dire, qui est en lien avec les personnes présentes dans le groupe. On ne parle pas de gens qui ne sont pas là. Hein. Simplement le fait de dire, tu vois là, la dernière fois, je suis arrivée, je t'ai dit bonjour, tu ne m'as même pas répondu, c'est vrai que je ne me suis pas sentie bien toute la journée. Ça peut être des choses toutes simples, qui peuvent paraître anodines, mais qui, si elles ne sont pas exprimées, vont remplir le vase et puis ça finira par pas bien se passer. Donc, comment on prend ce temps-là, qui peut durer parfois 5 minutes, 10 minutes, même pas. Tu vois, on fait un point. Et on termine par un cercle de gratitude, souvent, qui est qu'est-ce que j'ai à dire de sympa, que j'ai aimé. Parce que ça aussi, on ne prend pas le temps. Je veux dire, on court après le temps. Donc, ce côté de se dire, tiens, c'est vrai que ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié ta remarque. J'ai apprécié l'attention. Bon, quand je suis arrivée, il y avait un café. C'était vraiment super. Voilà, comment, à travers ces petits regroupements ritualisés, qu'on pose avec, dans le cercle de régulation, c'est très précis. Hein. C'est bien sûr avec des conceptions de la communication non violente. On parle en disant ce qu'on ressent. D'accord ? On n'est pas dans un jugement. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur ? On n'est pas interrompu. C'est-à-dire que vraiment, personne ne nous coupe la parole. Le bâton de parole circule. Et lorsque la personne prend la parole, elle ne revient pas sur ce qui a été dit. C'est-à-dire que ça évite après les oui, mais toi, la dernière fois, qui rentre après dans ce qu'on appelle des jeux psychologiques, comme l'analyse transactionnelle, qui en général, voilà, parle comme ça, on rentre dans le triangle par une porte, là on va rentrer par le persécuteur peut-être, et puis après ça va tourner jusqu'à clash. Donc voilà, on est vraiment dans, j'exprime ce qui pèse sur mon cœur dans l'intérêt, bien sûr pour moi, mais l'intérêt du groupe. Et c'est aussi une preuve de confiance et c'est une énergie qui met des choses positives pour qu'on fonctionne bien ensemble. Donc on ose, voilà. Donc cercle de paix et cercle de gratitude, effectivement, je vous invite, si vous travaillez en équipe, de le faire régulièrement. Parce que même si vous avez l'impression que les choses vont bien, parfois il peut y avoir des petites choses qui ne sont pas tout à fait perceptibles, qui sont arrivés et qui se sont mis dans un coin et qui vont après faire une petite pollution sur la relation ou sur le travail qu'on est amené à accomplir. Donc ça devrait être une hygiène de vie régulière qui se fait soit au quotidien, on peut dire qu'on va arriver au bureau, ou au moins une fois par semaine, afin d'éviter l'accumulation des tensions. Qu'en pensez-vous ? Et souvent, et alors c'est valable pour les couples, hein, ceux qui sont en couple, c'est valable pour les couples, c'est valable pour les relations avec nos enfants, c'est valable. Voilà. Parce que c'est s'autoriser une relation authentique dans le respect de l'autre. Et là, c'est vraiment l'énergie du cœur qui est sollicitée. On n'est pas dans un jugement. Je reconnais que là, je n'ai pas été bien. Et j'ai le droit. J'ai le droit d'avoir mal ressenti ça, même si l'autre dit oui, non, mais je n'ai pas voulu. Non, d'ailleurs, on n'a pas le droit de dire ça dans le cercle comme ça. Et aussi, on passe le tour si on n'a rien à dire, c'est OK. Et c'est simplement une vérification qui n'est pas anodine et qui a vraiment son importance. Bon, donc ce travail sur le cœur, il est important et il y a pas mal d'outils en analyse transactionnelle qui permettent d'aller visiter cet endroit. Là, je vous donne rapidement quelques données, mais il y a pas mal de choses qui existent. Au niveau du mental, alors là, au niveau du mental, on est justement encombré par un certain nombre de croyances. Et ces croyances donc, sont issues de conditionnements, pour certains, ou de croyances qu'on a récupérées tout au long de notre vie. Alors, je vais faire un petit truc là, dans le coin. Il y a un concept en analyse transactionnelle qu'on appelle le scénario. Donc, avec l'idée qu'on arrive vraiment des princesses, alors d'ailleurs, Eric Berne disait on arrive prince et princesse, et avec les paix de vie dans la famille, on se transforme parfois en crapaud. Il faut redire les crapauds. Donc, c'est réversible, on peut revenir avec. Mais bon, il donnait cette image. Il aimait bien rendre les choses assez claires et avec effectivement des images marquantes. Donc, le scénario, c'est l'histoire qu'on s'est racontée à partir du moment où on est né, parce que notre moteur, comme je vous disais, c'est l'amour. On a besoin d'amour pour se développer. Donc, si on commence à s'exprimer tel que l'on est, et qu'on voit que ça ne correspond pas à ce que
On attend de nous. Ou que, ben, justement, il y a des colères, je sais pas, parce que j'ai pas le droit d'être en colère, parce que la tristesse, bon, allez, tu vas pas te laisser aller, parce qu'on entend tous ces messages, et donc, petit à petit, on va s'adapter à tout ça parce qu'on a un besoin fondamental d'être aimé. C'est vraiment c'est un besoin de survie. D'ailleurs, quand je disais ça aux patients, parce que j'ai été thérapeute pendant quelques temps, je leur disais, mais tous les schémas que vous avez construits, et remerciez-vous, je veux dire, ça vous a protégé. Parce qu'un enfant qui serait en lutte pour obtenir ce dont il a besoin absolument par rapport à ses parents qui ne sont pas du tout dans le cadre, ben, ce serait terrible, parce qu'en fait, la peur de l'abandon est imminente. Je vais me faire abandonner si je ne suis pas telle qu'on me souhaite, telle qu'on me rêve. Comment est-ce que je suis aimée? Donc, on est tous amenés à faire des petites modifications dans nos vies pour que justement on se débrouille avec ça. On ait quand même notre dose d'amour. Donc ça, c'est la construction du scénario. C'est-à-dire qu'on va se raconter des histoires sur nous. Alors, on va avoir des croyances sur nous, sur les autres et sur la vie en général. Voilà. Ça va conditionner notre avancée dans la vie. Et de cela, bien sûr, va découler un certain nombre de comportements qu'on va avoir qui vont être en lien avec ça. Si je pense que je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, ben, je ne vais pas aller vers les autres, je ne vais pas proposer des choses, je ne vais pas rêver d'avoir des emplois vraiment qui m'intéressent, qui sont magnifiques, que j'aimerais. Ben non, de toute façon, je ne suis pas capable. Donc, les comportements vont être à la mesure ici de ces croyances. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des expériences renforçantes. Des expériences renforçantes, ben, c'est justement, je n'ai pas choisi un métier qui m'intéressait parce que je pensais que je n'étais pas capable, je pense que je ne suis pas capable, eh bien je vais vivre dans mon quotidien des choses où je me dis, c'est nul ce que je fais, ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien, etc. C'est-à-dire ça va renforcer, en fait. Et comme son nom l'indique, ça renforce quoi? Ben, ça renforce les croyances qu'on a sur soi. D'où la nécessité, qu'on le fasse en thérapie ou qu'on le fasse soi-même ou qu'on le fasse à un moment donné ou à un autre de sa vie, de voir quelles sont les croyances bloquantes qu'on a sur nous. Parfois, ça peut venir de loin. Et ces croyances-là conditionnent notre vie. Je vais vous parler d'un exemple d'un ami que j'aime beaucoup, mais il a 72 ans. Et lui, il avait des parents, mais je ne sais pas pourquoi, depuis qu'il est petit, il a pensé qu'il avait été adopté. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais retrouvé de photos de lui quand il était bébé. Alors que son frère avait des photos. Son frère qui était plus jeune, il y avait des photos de lui quand il était bébé. Mais il n'a jamais posé la question. Jamais de toute sa vie, il a posé la question. Mais ça a cultivé chez lui un sentiment de trahison. Et de colère aussi, mais de trahison, donc de méfiance par rapport aux autres. De méfiance par rapport à ses parents. Malheureusement, il n'a jamais posé la question à ses parents, donc ses parents sont décédés maintenant, et il n'a jamais eu la réponse. Mais c'est incroyable comme ça a conditionné toute sa vie, parce qu'il a multiplié les trahisons. Alors, entre les couples qu'il a pu former à un certain moment, il s'est engagé politiquement et il a été jeté du groupe politique dans lequel il était. Là, il travaille il a remonté une école aussi, l'école des compagnons pas les compagnons, en Corrèze, qui était en mauvais état de fonctionnement, une école de formation, il l'a remis à flot. Et il s'est fait aussi trahir. Mais c'est incroyable. Et il est vrai que dans ses comportements, il a des choses où, effectivement, les gens ne peuvent pas vraiment s'approcher de lui. Il y a toujours un peu, il est plaisant tout le temps. Et donc, en fait, voilà. Tout ça pour vous dire, parce que pour moi, c'est un exemple. Alors, j'aimerais effectivement mieux qu'il se sorte de ça, mais comme il n'entend pas, c'est trop tard maintenant, sans doute. Mais c'est incroyable de voir à quel point sa vie a été calquée sur vraiment cette croyance fondamentale qu'il a eue très jeune, du fait qu'il avait été trahi. Est-ce qu'il y a une méthode pour identifier en fait les croyances qui nous guident, qui nous limitent, qui nous... Méthodologie, je ne sais pas s'il y a quelque chose de très précis, mais c'est vraiment un travail de soi avec soi-même. Qu'est-ce que je pense de moi? Je suis comment? Moi, je suis capable de ça. Alors, penser des choses positives, c'est très bien. Mais qu'est-ce que je pense ne pas être capable de faire? Quels sont ce que j'appelle mes défauts, mes points faibles? Quelles sont les choses que j'ai assimilées comme faisant partie de ma vie? Est-ce qu'il y a des situations de vie qui se répètent, comme celle que je viens de dire avec
par rapport à cette année Daniel? Est-ce que vous avez des projets, des choses qui se font, puis hop, ça se termine toujours de la même manière? Mais c'est intéressant, parce que moi, dans les gens que j'accompagne, il y a des gens qui sont portés par des harcèlements successifs. Ils ont changé de manager, changé d'employeur, et à chaque fois, ils sont dans ce schéma de harcèlement. Exactement. C'est difficile après. Moi, je ne suis pas thérapeute, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se joue. Oui, donc pour répondre à ta question, c'est déjà un travail sur soi, de se dire, tiens, finalement, qu'est-ce que je pense de moi, qu'est-ce que je crois de moi, quelles sont les idées qui peuvent me limiter, puis de voir avec les autres, les gens qui te connaissent, tu vois, te dire, voilà, moi je pense ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu le vois comme ça peut aider, toi, le regard extérieur. Et puis, cette analyse d'événements qui se répètent, ça, c'est vraiment quelque chose qui est incontournable. Quand tu vis des situations désagréables, que tu te dis, j'ai déjà vécu ça, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose, la leçon n'est pas complète. Elle se répète. Qu'est-ce qu'on me reproche aussi? Comment? Qu'est-ce qu'on me reproche? Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut me reprocher après? Bon, ça dépend avec qui tu es en lien. Hein, non, mais en général. Oui. Si elle revient. Oui, si le truc revient. Bah, ce sera un vrai travail à faire en gros, sur les croyances limitantes et où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit, comment les autres nous perçoivent, quelle est mon histoire, qu'est-ce que j'ai entendu quand j'étais enfant. Moi, j'ai entendu beaucoup arrête de faire ton intéressant. Et je sais combien ça m'a pas mal bloqué pendant et encore, je ne sais pas encore aujourd'hui quel impact ça peut avoir. Mais ça, c'est des petites phrases qu'on peut avoir dans la vie et qui hop, sont rentrées comme ça, l'air de rien, puis se sont installées. Et après, il y a des choses que tu ne fais pas complètement, que tu ne vas pas jusqu'au bout, que tu ne rayonnes pas pleinement. Et après, tu te dis, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Ouais. Et je sais aussi, pour avoir eu des personnes parfois qui étaient dans des situations de violence conjugale, et c'est incroyable chez les femmes battues, pour prendre cet exemple-là, de voir le nombre de femmes qui arrivent à se sortir d'une situation, alors souvent c'est par rapport à leurs enfants, elles les protègent, etc., et qui retournent contre un homme qui est à nouveau violent dans la même boîte quotidienne. Donc ça, c'est le scénario, c'est-à-dire que ça crée une empreinte en nous, ça crée une empreinte dans notre vie, mais ce n'est pas immuable, ce n'est pas, je veux dire, c'est pas le truc que tu te dis, je suis comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Se poser, essayer d'autres choses, pouvoir faire un travail sur soi, avoir déjà cette conscience-là. Surtout, je dis quand il y a répétition, s'il y a répétition, qu'est-ce qu'il y a de ma part en moi, qui est inscrite en moi, qui fait que ça se répète dans le temps. Est-ce que tu penses que tout peut être changé en fait? Ah, je pense que beaucoup de choses peuvent être changées. Le tout, je ne sais pas, tu ne peux pas rajeunir, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Mais oui, je pense à partir du moment où tu mets une autre énergie, tu prends conscience et que tu crois. Déjà, tu prends conscience. Déjà, une conscience. Après, tu vas creuser ça, tu expérimentes d'autres choses, tu expérimentes faire autrement pour voir ce que ça donne, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe. Et puis, tu te poses dans l'univers du fait que tu as envie d'aller vers cette libération, tu as envie d'être aidé pour ça, tu as envie que ça se passe. Toi, tu mets de l'énergie en ce sens-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement se modifier, j'en suis certaine. Et est-ce qu'il faut, parce que s'il y a des stéréotypes, donc des mécanismes qui se reproduisent comme ça aussi, c'est qu'il y a bien une raison aussi. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour te protéger de certaines choses, etc. Donc, est-ce qu'il faut forcément chercher à lutter contre ces croyances ou contre ces schémas qui se reproduisent? Alors, en fait, il n'y a aucune injonction à lutter contre quoi que ce soit. Après, c'est vraiment les décisions personnelles de quoi je peux me libérer, sachant que je suis souverain. Qu'est-ce qui limite ma souveraineté aujourd'hui? Qu'est-ce que je me sens capable ou qu'est-ce que j'ai envie ou vers quoi j'ai envie d'aller pour être plus... voilà, pour respirer mieux, pour être plus libre, etc. Mais si après tu sens qu'il y a plus de peur, et comme tu le dis, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les comportements qu'on a mis en place nous ont protégés, à un moment donné, dans notre petite enfance, de pouvoir continuer à vivre puisqu'on est là. Donc on a récupéré suffisamment d'amour, un minimum en tout cas, pour pouvoir continuer à avancer. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ces comportements aujourd'hui, on n'en a peut-être plus besoin. Mais plus besoin, on a peut-être besoin d'être accompagné pour quitter justement cette vieille peau qui est sur nous et qui, bon, on a du mal à lâcher. On dit qu'on a du mal à lâcher ces vieux chaussons. Mais c'est vraiment une question d'appréhension personnelle. Hein. Effectivement, il n'y a pas ce diktat de il faut devenir souverain. Non. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui me gêne, qui revient, qui fait que je me sens limitée alors que je sens qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui peut vraiment être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus libre. Et c'est une histoire personnelle. Faire l'analyse bénéfice-risque, en fait. Comment? Oui. Faire l'analyse bénéfice-risque. Exactement. Est-ce que tu as intérêt à changer ou pas? Oui.
Parce qu'évidemment, évidemment, comme nous sommes reliés à un entourage, si on change, eh bien, il y a des conséquences. Oui. Il y a des conséquences qui peuvent être salvatrices pour l'autre ou pas. Parce que ça peut être justement, bah non, moi je n'accepte pas, je préférais mon évidemment. C'est plus confortable parfois. Même si c'est douloureux, c'est plus confortable. Oui. Bah, on est très clairement à préférer le confort, d'ailleurs on voit bien ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, hein, à s'accrocher encore à des choses qu'on connaît, qui sont confortables parce qu'on les connaît, enfin confortables, elles ne sont pas confortables mais on les connaît, voilà. Et donc ça nous rassure, voilà, c'est un cadre rassurant parce que c'est notre repère aujourd'hui et qu'on y est attaché, hein, et que parfois, bah, justement, on préfère rester à cet endroit plutôt que de changer de cadre et puis sauter dans le vide, en fait, se dire, attends, on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Après, C'est souvent parce qu'on parle souvent de sortir de sa zone de confort, d'être dans sa zone. Exactement. Et en fait, la zone de confort, elle peut être hyper inconfortable. C'est plutôt une zone de routine, en fait, comme ce que tu disais, c'est voilà, quelque chose qu'on connaît, dans lequel on est, on rôde un peu entre guillemets, mais en tout cas, voilà, on sait ce qu'on attend de nous. Mais ça peut ne pas être confortable du tout. On y est attaché, on y est aussi surtout identifié. Oui, bah, les autres on voit. Et en plus, on s'entoure après avec des gens qui nous reconnaissent. Et comme on a besoin d'amour, alors justement, ça fait partie du conte de Joëdo des Chaudoudou, là, c'est notre moteur, en fait. On ne peut pas imaginer le nombre de personnes qui sont en pénurie d'amour aujourd'hui. C'est énorme. Et être en pénurie d'amour, c'est des maladies à répétition. Qui peuvent arriver, hein, parce que du coup, bah, à l'intérieur, ça ne va pas bien, ça ne coule pas bien, mais c'est aussi des problématiques de relation avec les autres. Soit je m'isole, soit je suis dans l'agression, dans la violence. Voilà. Donc c'est énorme. Je veux dire, à partir du moment où on est davantage nourri d'amour, la conséquence, c'est la baisse de la violence. Parce qu'il y a baisse de souffrance. Enfin, on a pu le voir sur des communautés avec des enfants dans des lieux un peu difficiles, où il y avait un apaisement incroyable après qu'on ait fait le conte Joëdo des Chaudoudou et qu'on ait mis en place la circulation de l'amour entre eux. Et c'était incroyable ce qui se passait. Les enfants qui redevenaient plus paisibles, qui étaient plus heureux, qui se sentaient plus en confiance avec les autres, qui avaient plus d'amis, enfin, qui avaient plus de sourire. Enfin, c'était impressionnant, impressionnant. C'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut réfléchir. Est-ce qu'on a notre dose de signes de reconnaissance? D'ailleurs, je vous donne un petit outil d'analyse relationnelle. Est-ce qu'on sait se donner le moins de la même aussi? Est-ce qu'on a notre dose? Alors, on a tous besoin de... Qu'est-ce que je fais là? Bref. Bon, c'est pas tout à fait ça d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. On a besoin, bon, c'est pas grave, je garde le cadre. Les signes de reconnaissance, c'est donc ces unités d'amour. Verne le dit, Steiner, il en a fait vraiment son œuvre professionnelle. Il a mis l'accent sur la circulation de l'amour, en disant que c'était ça qui était fondamental aujourd'hui. C'était ça qu'il fallait qu'on apprenne à nourrir en nous-mêmes et à faire circuler autour de nous. Et donc, tiens, il y a 5 manières de faire circuler l'amour. On voit ça avec les enfants, mais les adultes, faire circuler l'amour, c'est la manière de montrer à l'autre qu'on l'aime, qu'on apprécie, de faire quelque chose pour l'autre. Alors, dites-moi. C'est les langages de l'amour, c'est ça? Oui, les 5 langages. Des paroles valorisantes. Alors, on se dit des paroles valorisantes. Des attentions. Oui, des attentions, on prend soin, hein, prendre soin. Prendre soin de l'autre avec des attentions. Des services rendus. On se rend des services. Le toucher. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qui est câlin, voilà, le rapport vers le toucher, les caresses, faire une accolade, des bisous, etc. Et puis, alors, vous ne faites pas beaucoup alors? Non, se faire des cadeaux. Ah oui, j'allais dire cadeau, mais je pensais que tu l'avais mis dans le prendre soin. Oui, prendre soin, oui, c'est toucher, cadeau, service. Voilà. Il pourrait y avoir encore d'autres. C'est quoi la différence entre service et prendre soin? Comment? C'est quoi la différence entre service et prendre soin? C'est peut-être une différence de. Oui, je ne sais pas d'ailleurs si ce terme-là est. Le prendre soin, oui. Peut-être qu'il en manque un d'ailleurs. Parole, toucher. Ah oui, il y a faire des choses ensemble. Faire des projets ensemble. Moment partagé. Oui, moment partagé.
Voilà, puis on pourrait trouver sans doute d'autres choses. J'avais Parce que là, effectivement, c'est comme donc ça, on voyait si tu avais la il y a un point même commun. façon de donner ton amour. Et du coup, des fois, tu as des gens qui n'ont pas la même façon de donner l'amour. Ouais. Bah, tu as du mal à te comprendre et du coup, tu as des problèmes de communication. Et c'est là où tu fais une défabulation. Voilà. J'avais fait le test, comprends pas, j'ai voulu te faire plaisir et je suis pas bon, je sens que t'as pas fait rien du tout pour moi. Non, ou alors si toi ton langage de l'amour c'est de prendre soin, d'avoir des petites attentions, et tu peux aussi attendre ça de ton conjoint, mais si lui c'est pas sa façon de témoigner son amour, Mais toi, voilà. c'est le problème, c'est un des plus grands problèmes dans les couples. Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'on donne à l'autre Ouais. ce dont on a besoin. Qui est pour nous. Et du coup, l'autre, c'est pas forcément sur ce terrain-là qu'il est. Non, non, mais Et du coup, d'où la nécessité de se parler. Parce que, voilà. Aya, tu vois mon jeu? ouais, tu peux l'envoyer. Plus rapidement, vas-y, personne présente. Je crois qu'il a en anglais par contre. On Ça gêne l'enverra. Il y a personne. aussi Marie-Pierre qui a fait envoyer un document à diffuser après, c'est ça? Ah ouais, Oui, sur les drivers, je m'en parlais après, qui est pas mal à se poser la question. Alors oui, donc comme on a tous besoin de nos amours, il y a par contre de se poser la question comment on fait pour aller la chercher, la récupérer. Comment on fait avec ça? Comment on fait pour se nourrir d'amour? Sachant qu'on est peut-être un petit peu en dessous, bon, pas réfléchir. Comment on fait pour faire circuler cet amour et en nous pour aller bien et après être en capacité de le faire pour les autres. Donc déjà, est-ce que soi-même, on sait donner des signes de reconnaissance? Est-ce qu'on sait donner? Est-ce qu'on sait faire des compliments? Est-ce qu'on sait remarquer les choses qui fonctionnent bien? Est-ce qu'on sait donner? Est-ce qu'on c'est vraiment quelque chose de faire des cadeaux, justement, c'est quelque chose qui peut être pour vous une manière de donner l'amour. Est-ce qu'on sait recevoir? Parce que parfois on sait donner, mais on ne sait pas recevoir. Ouais. Quand tu dis, tiens, moi, je t'ai acheté ça, oh, mais non, je ne voulais pas. Oui, bah, si, merci. Quand même, merci, mais juste merci. Est-ce que je sais recevoir en disant juste merci? Merci, ça me touche, ça me fait plaisir. Voilà, on a tellement de réserves parfois avec cette énergie. C'est pas de raison, mais voilà. Est-ce qu'on sait demander? Ah, ça, c'est plus dur. Est-ce qu'on s'est demandé, voilà, on a fait un travail et on estime qu'il n'a pas été forcément très valorisé, ben voilà, on en parle, on dit, voilà, je voudrais savoir parce que j'aurais besoin d'avoir un retour sur ce que j'ai fait, c'est important, j'ai passé du temps, est-ce que ça t'a plu, est-ce que c'est bien pour toi, etc. Allez demander. C'est pas le plus simple, ça, en général. Et là, refuser aussi des signes de reconnaissance. Des signes de reconnaissance qu'on n'a pas forcément envie de recevoir. Même si ça part d'une bonne intention, on peut dire, merci, moi, je ne prends pas ça, ça ne me convient pas. Parce que je sais refuser. Et puis là, il y a se donner à soi-même. Est-ce que je sais me donner des signes de reconnaissance? Se donner à soi-même. On va faire un petit exercice direct là-dessus. Vous allez chacun me dire, mais sur le cœur, je suis une femme formidable, je suis un garçon ou un homme formidable. À toi. je suis une femme formidable. Voilà, et vous connectez bien avec ça, avec la manière de le dire et de le penser. Non. On va pas le lâcher, elle va se faire venir. Je suis une femme formidable. Je suis une femme formidable. Je suis une femme formidable, grande, magnifique, exaltée. Oui, c'est ça, tu aimes bien. On peut rajouter. Je suis une femme formidable. 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 Bah, attends qu'il revienne. Il va pas y couper. Le coup de l'appel comme ça pour se dire, ouais, c'était bien vu. Oh, quelle synchronicité quand même. Alors ça, par exemple, j'ai remarqué qu'avec très jeune déjà, il y a des enfants qui ne peuvent pas le dire. Déjà à partir de 4 ans. 4 ans, 5 ans. Tu leur dis, ils sont bloqués. Alors déjà, tu leur expliques parce que la première fois, alors tiens, t'écoutes. Je suis une personne formidable. Tu crois que t'allais dire je suis une femme formidable. Oui, alors donc les petits, alors d'une part, la première fois que je l'ai fait en conception maternelle, on fait l'exercice, on leur dit, voilà, vous allez pouvoir dire, je suis formidable. Alors, il y en a qui me disent, tu es une petite fille, elle le dit, toi, vraiment avec conviction, puis après elle dit, c'est quoi formidable? Donc, alors depuis, on s'est dit, bon, alors on va utiliser les mots que vous connaissez, puis on va vous dire que le mot formidable, c'est un mot qui veut dire ça aussi, mais il faut utiliser plein d'autres mots. Donc, souvent, ils disent, je suis un champion, je suis un super mal, etc. Mais, ce qui est à constater, quels que soient les groupes, quels que soient les âges, c'est que dans les groupes, il y a toujours des enfants qui ne peuvent pas le dire. Rien, quand ils ont compris le sens.
Ou alors, ils vont dire, je ne suis pas formidable. Ça arrive aussi, hein, des enfants qui vont en contre-pied, et qui sont souvent des enfants agités, problématiques, évidemment. Et ce qu'on peut constater, c'est pour ça le pouvoir des mots et de la conscience et de la répétition, c'est quand on travaille avec eux toute l'année, comme ça, l'enseignant reprenant le relais, à la fin de l'année, ils le disent tous. Hein. Ils sont tous capables de le dire. Et ça change une posture, c'est pas juste, tu vois, une petite phrase qu'on dit dans la tête, c'est-à-dire que petit à petit, ça infuse, il y a quelque chose qui rentre, qui s'imprègne. Donc l'importance des mots, de se faire plaisir, de pouvoir se regarder en se souriant le matin, très important, il paraît que ça active même un système hormonal, quelque chose de, voilà, qui nous met en joie aussi. Donc se sourire aux autres, enfin, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est tellement simple qu'on peut en avoir l'usage de manière immodérée. Donc ça c'était un point. J'étais partie sur les signes de reconnaissance et l'importance des signes de reconnaissance de l'amour dans notre développement personnel. Donc ce que dit l'analyse transactionnelle, en gros, c'est qu'il va donner de l'information pour apprendre à se connaître. Et ça, c'est le chemin de chacun qui fait à son rythme et là où il a envie d'aller. Mais tu donnes de l'information. Parce que quand tu ne sais pas certaines choses, du coup, des fois, tu marches à côté de toi parce que tu ne sais pas. Tu t'es toujours connu d'une certaine manière, tu as toujours pensé qu'on t'a dit c'est ton caractère, tu vois, alors que ce n'est pas forcément son caractère. C'est simplement que tu as appris à fonctionner d'une certaine manière, que dans ton environnement, tu es reconnu comme ça, mais ce n'est pas ton caractère. Donc, donner de l'information, c'est primordial. Et le second point, c'est faire circuler l'amour en soi et entre les autres. Et si tu fais ça, tout le monde va beaucoup mieux. On se retrouve dans quelque chose où on modifie notre propre comportement, ceux des autres, avec une énergie qui est différente également, qui peut s'installer de manière plus durable. Alors, je ne résisterai pas quand même à vous dire, à vous raconter rapidement l'histoire, enfin rapidement, faire, mais je vais pas dire littéralement, l'histoire du Feng Shui des Shododo, qui est un livre qui est utilisé à la fois avec des adultes et des enfants. Avec les petits, je la rencontre de manière plus courte, parce que vous allez voir, il y a un épisode là, qui est pour moi pas essentiel quand ils sont jeunes, parce que ça complexifie la compréhension qu'ils peuvent avoir. Mais après, il est très juste, très bien fait, justement, sur la manière dont il est de notre pouvoir aujourd'hui de choisir la voie que nous allons emprunter. Donc, dans cette histoire des Feng Shui et des Shododo, en fait, il y a deux personnages au départ qui sont Timothée et Marguerite. Alors, Timothée et Marguerite, ils ont 2 enfants, ils vivent parfaitement heureux, tout va bien dans leur vie, ils sont épanouis, ils ne travaillent pas, hein, ils font juste des travaux de leur jardin pour avoir de quoi manger, ils ont quelques poules, quelques vaches, enfin voilà, ils ont du temps et ils en profitent. Ils en profitent en gros avec le village et avec leurs enfants. Mais c'est un village où les personnes ont, enfin un village, un lieu, où il y a une particularité. Chaque personne à la naissance naît avec un sac de Shododo. Petit Shododo. Et les Shododo, en fait, ce sont des petites boules de poils, de toutes douces. On plonge sa main dedans, dans le sac, et puis on la retire, on peut la prendre pour soi, et puis donc elle va grossir, elle nous apporte beaucoup de joie, de bonheur immédiat. Et on peut la donner, bien sûr, aux autres également. Donc, en fait, les personnes de ce village ne s'en privent pas. Ils font circuler les Shododo. Et donc, c'est ça qui donne le sourire à tout le monde et qui fait que vraiment, on est dans une ambiance absolument magnifique. Alors, on s'en donne, on en demande, enfin bon, voilà, tout va bien. Sauf qu'il y a un personnage dans le village qui n'est pas du tout content, c'est la sorcière. Parce que la sorcière, elle fait des remèdes pour les gens malades. Et du coup, les gens ne sont pas malades. donc elle est très, très en colère de ce qui se passe. Et elle dit, bon, je vais créer un plan. Et donc, elle crée un plan diabolique. Elle va commencer à insinuer le doute auprès des... Oui, voilà, c'est ça. Elle insinue le doute auprès des villageois en disant, regarde, Marguerite, elle est en train de donner plein de Shododo là, à telle personne, il ne va plus y en avoir pour toi. Bah, bien sûr, il y en a toujours des Shododo. Non, je t'assure, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, fais attention, surveille. Donc, elle installe ça dans le village et toutes les personnes vont se mettre à garder leurs Shododo pour leur petit entourage. Et encore, on fait attention à ce qu'on distribue. Et donc là, d'un seul coup, il n'y a plus du tout la même attitude. Vous voyez, sur les dessins, on voit bien que non, je garde mes Shododo, je n'en donne pas aujourd'hui. Enfin, bref, on est dans quelque chose qui a changé. Mais le résultat ne convient pas non plus à la sorcière parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, en fait. Ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, regarde, ça ne va pas, qui a changé, le plan diabolique de la sorcière marchait.
Ils avaient beau trouver des chauds doudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Et bientôt, voilà, ils tombent malades, effectivement, mais il y en a beaucoup qui meurent, donc ça ne l'arrange pas non plus la sorcière. Elle dit, ça ne va pas, parce qu'ils ne vont pas acheter mes remèdes. Donc elle va inventer autre chose, absolument incroyable et diabolique. Elle va inventer les froids piquants. Alors le froid piquant, vous voyez, c'est comme son nom l'indique, ça n'a pas du tout la même configuration qu'un chaud doudou, mais elle va les recouvrir d'un petit peu de poils. Donc, ça va être un petit peu comme un chaud doudou, mais pas tout à fait comme un chaud doudou. Donc, ils vont pouvoir donner des froids piquants. Alors, ça, c'est vraiment selon la phrase qui est « on préfère boire de l'eau polluée en plein désert que pas d'eau du tout ». Et ce qui explique aussi tous les comportements d'agression, de contact justement désagréable avec les autres. Ce sont des personnes qui ne savent pas obtenir des signes de reconnaissance positifs. Donc, plutôt que de rien avoir, eh bien, ils rentrent dans des positions plutôt offensives, agressives, désagréables, de prise de pouvoir, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, dans cette histoire-là, voilà, elle fait ça. Et donc là, les gens se donnent effectivement plutôt des froids piquants. Donc, ils sont un peu tristounets, mais ça va mieux quand même que la première phase où il n'y avait rien du tout. Hein. Donc, l'histoire se déroule de cette manière-là. Et ils sont même obligés de travailler pour acheter des choses de doux. Avant, ils ne travaillaient pas. Ils vont même écrire, je me rappelle bien du déroulé, c'est là. Ils vont écrire des lois aussi, pour bien expliquer aux enfants qu'il ne faut pas distribuer les choses de doux comme ça. Hein. Donc, ils écrivent des lois, ils sont dans ce processus-là, mais ils restent toujours un petit peu, voilà, on voit bien ici, hein, ce n'est pas le bonheur du début. Hein. Et puis un jour, il y a une femme qui arrive dans le village. Elle s'appelle Julie Doudou. Vous voyez, une jeune femme opulente, souriante. Et puis alors, elle distribue les chauds doudous à tous ceux qui en veulent, en particulier aux enfants, et en leur disant, mais allez-y, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Distribuer les chauds doudous, allez-y, regardez comme ça fait du bien. Donc on se réentraîne, on se remet dans cette énergie-là. Donc l'histoire, en fait, se termine de cette manière-là. C'est après qu'ils aient créé des lois, justement, pour essayer de contrecarrer le sujet. Mais l'histoire se termine de cette manière, c'est-à-dire qu'elle ne se termine pas avec une fin absolue. Elle se dit, qui est-ce qui va gagner? Est-ce que ce sont les enfants qui vont reprendre cette énergie qu'ils ont en eux assez naturellement et qui vont porter ce message de circulation de l'amour, ou est-ce que ce sont les adultes qui vont, de par leur fonctionnement, continuer à être dans la restriction d'amour et donc avec tout ce qu'on connaît après, terme de conséquence. Voilà le conte des choses de l'amour. Un petit peu des deux parallèles avec. Oui, alors Claude Shanner, c'est un disciple d'Eric Berne, hein, donc il a vraiment écrit avec cette mission de vie qu'il a eue, il est décédé maintenant il y a une dizaine d'années, mais de pouvoir faire comprendre l'importance de la circulation de l'amour dans le bien-être individuel et collectif. Et que tant qu'on ne faisait pas ça, et tu veux, il y a des tas de modes compensatoires qui se mettent en place, comme les prises de pouvoir, gagner plus qu'eux, être en compétition. Voilà, tout ça se met en place naturellement. Alors que si tu es nourri d'amour et que tu n'es pas dans la compétition avec les autres, mais dans une collaboration, je dirais, active, enrichissante pour toi. Gagnant-gagnant. Comment? Gagnant-gagnant. Oui, gagnant-gagnant. Et bien, tu ne perds rien, au contraire. Tu vas pouvoir devenir meilleur grâce aux autres. Et c'est pas, je vais perdre la place. Mais dans un système hiérarchisé où tu as les bons et les mauvais, bon, évidemment, tout ça est fait pour nous amener dans cette situation. On privilégie la compétition, la rivalité, la prise de pouvoir à la circulation d'amour aujourd'hui. Hein. Bon, alors, pas vous, mais je veux dire, dans la société, c'est comme ça que ça se passe. La morale, c'est qu'il faut savoir donner pour recevoir. Oui. Mais oui, bien sûr. Cette morale-là, elle n'a pas été très... oubliée. Ouais. Je regarde l'heure qu'elle est et après, si vous avez des questions, c'est 13h, mais moi, je n'ai pas 5 minutes. Je regarde s'il y avait des choses que j'avais notées comme étant importantes à retenir. Alors, dans l'analyse transactionnelle, il y a différents outils. Alors, il y a les besoins fondamentaux aussi que j'utilise pas mal comme critères pour moi, comme repère. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a 3 besoins fondamentaux, selon Eric Berne, hein, toujours. 3 besoins fondamentaux. On a un besoin de sécurité. Et le besoin de sécurité, il est complètement en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la connaissance et le contact avec soi-même. Parce que si je ne me connecte pas à moi-même, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas si je ne suis pas bien, si je suis bien, enfin, tu vois, je ne sais pas. Donc vraiment, la sécurité, elle passe d'abord par je prends un temps avec moi-même pour savoir de quoi j'ai besoin. Et après, je fais en sorte de me mettre en route
pour que ce besoin soit satisfait et que si je me sens en insécurité, alors dans mon travail, parce que j'ai un contrat, mais c'est pas clair, je ne sais pas très bien ce qu'on attend de moi, puis je me fais engueuler sans arrêt parce que du coup, bon, ben, comment je peux faire que j'ai besoin d'avoir un contrat clair et j'ai besoin de me poser là-dessus et de me dire que cette sécurité-là, elle n'est pas là pour l'instant et j'ai besoin qu'elle soit vraiment réelle dans ma vie. Et dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce qui résonne en vous de manière négative, qui vous serre le cœur, qui vous met en difficulté? Eh bien, si vous prenez ce temps-là, plutôt que de vous mettre à courir dans tous les sens et à faire plein d'activités dans la journée qui fait qu'on a le temps de rien, eh bien, effectivement, ça permet de se dire, je me pose et je vois si je me sens, effectivement, j'ai mes zones de sécurité au travail, avec mes amis, dans ma famille. Hein, bon. Ensuite, il y a ce qu'il a appelé les signes de reconnaissance, c'est-à-dire l'amour. On a besoin, et ça je répète que c'est essentiel, on a besoin de faire circuler l'amour en soi et de faire circuler l'amour entre nous. Et le troisième, c'est le besoin de stimulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans cette liberté d'action, de retrouver ou trouver ou amplifier, eh bien la stimulation de pouvoir créer, de pouvoir se lancer de nouvelles épreuves, pas forcément des épreuves, de nouveaux défis, explorer le monde, s'autoriser des surprises. Tiens, j'ai envie de partir à tel endroit, allez, hop, je vous prends un billet, je vais partir une semaine à tel. Voilà, comment on va générer cette stimulation qui fait partie aussi de notre humanité, dont on a besoin d'être comment dire, d'abord en ressenti que ce qui se passe à l'intérieur de nous, et puis de faire des choses. Une création, ouais. D'être dans la création, dans l'innovation, avec d'autres, seul, voilà, et de simuler cette partie-là de nous. Et ça, c'est les besoins fondamentaux. Et Ribert dit, si il y a une difficulté dans l'une de ces formulations, de ces catégories, eh bien, on ne va pas bien. En fait. Il y a quelque chose déjà en nous qui bloque notre énergie. Alors, si c'est sur 2, ben, je ne vous raconte pas. Si c'est sur 3, ben voilà, pas plus mal, quoi. Puis à quel niveau? Ça peut être là, c'est vrai qu'il y a peut-être quelques zones que j'ai besoin d'aller voir. Là, au niveau des signes de reconnaissance, oui, peut-être qu'il faut que je fasse davantage, moi, d'action pour aller chercher des signes de reconnaissance dont j'ai besoin. Voilà. Après, c'est chacun d'entre vous qui voyez à la lumière de ce petit schéma ce que vous pouvez faire pour améliorer le quotidien. Alors, du coup, on a tous ces 3 besoins. Oui. Mais pas tous au même niveau. C'est-à-dire que certains ont plus de besoin de stimulation et d'autres plus de besoin de reconnaissance ou non? Bah, oui, bah, si tu as plus besoin de reconnaissance, oui, parce que ça dépend déjà de ton scénario. Si tu as plus besoin de reconnaissance, bah, je pense que plus on vieillit, par exemple, bon, c'est peut-être. Moins on en a besoin parce que plus on est. Enfin, c'est une généralité de ce que je dis. Je parle pour moi. Je pense que par rapport à la personne que j'étais quand j'avais 30 ans, j'avais besoin énormément d'être vue, de reconnaissance, d'amour. Enfin, toi, c'était vraiment quelque chose d'important. Eh bien, ça a largement décru parce que je suis plus en confiance en moi-même. C'est-à-dire que l'énergie d'amour, je me l'octroie davantage que ce que je faisais quand j'étais plus jeune. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est quelqu'un beaucoup. Alors, on est différents. Je veux dire, quelqu'un qui a une profession d'artiste, par exemple, artistique, ils vont avoir besoin plus que quelqu'un qui va être dans une profession de chercheur, parce que c'est son truc, qui s'auto-stimule avec ça. Donc, on peut dire que voilà, il y a une. C'est vraiment à regarder à la lumière de chacun. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même histoire, qui fait qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. D'accord ? Mais on a un besoin minimum vraiment d'être nourri à ces 3 endroits-là. Disons qu'on n'aura pas le même. Une personne satisfaite de ses besoins de reconnaissance ne va pas être en même temps forcément que l'autre qui va être aussi satisfaite avec ses besoins de reconnaissance, parce que ce n'est pas le même âge, ce n'est pas la même période, ce n'est pas la même histoire. Hein, mais l'important, c'est à la lumière de qui on est que je suis satisfaite dans mes besoins? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur ça, de se rendre compte que finalement, on n'en a pas besoin. C'est d'accord, à partir du moment où on arrive à se l'apporter soi-même, finalement, on n'en a pas besoin. Oui, bah ça, c'est le Graal. C'est-à-dire qu'on a en nous, en fait, cette souveraineté, cette divinité incarnée qui fait qu'on est autosuffisant. Et alors, je vous conseille un livre que je trouve tellement beau, enfin, j'ai magnifiquement parcouru, qui est un roman, qui s'appelle de Jacques Lusseran, L-U-2-S-U-R-A-N-D, je crois, Jacques Lusseran, qui s'appelle La lumière fut. Et la lumière fut. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre? Parce que cet homme, d'abord, c'est un merveilleux écrivain, il est décédé, il est décédé assez jeune, il avait un accident de voiture.
Mais alors, il écrit merveilleusement bien. C'est un livre, bonheur de le lire. Et il a eu un parcours particulièrement atypique et difficile. À l'âge de 7 ans, il a perdu la vue lors d'un accident dans une cour de récréation. Un accident, voilà. Il est arrivé, il a perdu la vue. Alors, il avait la chance d'être dans une famille où il y avait déjà une certaine évolution, je dirais, conscience, et puis des gens qui avaient de l'argent, qui habitaient au cœur de Paris, qui étaient plutôt des bourgeois, et donc il allait au théâtre, son père l'amenait au concert, enfin tu vois, c'était pas des situations sociales difficiles, donc ça l'a aidé, ça c'est sûr. Et donc il a surmonté cette difficulté-là en gardant la joie en lui quand même très tôt, et en trouvant la lumière à l'intérieur de lui. Mais non seulement, donc il y a eu cette avancée qui faisait qu'il avait beaucoup d'amis et que les gens en se promenant avec lui disaient mais c'est incroyable, quand on se promène avec toi, on voit la nature autrement. Alors que lui était non-voyant. Et puis il est rentré dans la résistance, parce qu'il avait 20 ans quand la guerre s'est déclarée, et il est devenu chef de résistance. Et c'est lui qui choisissait les personnes qui rentraient dans son groupe, parce que tu vois, il avait ce sixième sens, qui faisait qu'il des fois il sentait les choses que d'autres ne sentaient pas. Et d'ailleurs, il s'était opposé à l'arrivée d'une personne qui finalement est arrivée dans le groupe et il a été dénoncé. Donc, il avait senti que cette personne-là n'était pas forcément bien, mais bon, après, il s'était laissé influencer par d'autres personnes. Et il s'est retrouvé en camp de concentration. Et dans le camp de concentration, on venait le chercher pour qu'il remonte le moral à d'autres personnes qui étaient vraiment au fond du trou parce que tellement c'était difficile. Et il dit avoir, dans ces moments-là, ressenti un bonheur absolu. Et là, tu peux te dire qu'effectivement, tu as des ressources à l'intérieur de toi. Parce que ce n'est pas à l'extérieur que ça se passe. Mais dans ce que tu dis, merci de pouvoir le signaler, effectivement, c'est ça. Parce que le risque d'utiliser, entre guillemets, c'est pas un très beau jeu de mots, mais d'utiliser l'autre pour avoir ces signes de reconnaissance, c'est que si ça vient, super. Mais si ça ne vient pas. Oui, mais je dirais que notre chemin d'évolution peut aller vers le fait que nous, on en donne des signes de reconnaissance, qu'on circule avec ça et qu'on le fait vraiment avec joie et que ça nous permet de nous développer et de nous rendre heureux. Mais qu'effectivement, notre chemin, c'est de pouvoir croire en notre divinité, en notre puissance intérieure et de se dire que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, on est en capacité d'être en contact avec l'amour, avec la paix. Ça, alors ce livre-là, je vous le conseille parce que vraiment, c'est tellement beau. Et sans forfanterie du tout, c'est pas du tout quelque chose. Mais vraiment, son chemin est exemplaire. Il est sorti des camps de concentration, il a survécu donc, des camps de concentration. Il est parti aux États-Unis après, il était enseignant français dans l'université. Et il a écrit 2 livres, mais celui-là est absolument des exemples comme ça. Je pense il y a Sainte-Prème, est-ce que vous connaissez Sainte-Prème? Sainte-Prème à Auroville, Chambon, c'est pareil. C'est aussi quelqu'un qui a parlé de cette connexion intérieure puissante dans les camps de concentration. J'ai des exemples aussi, par exemple, je ne sais pas pourquoi je pense à lui, mais beaucoup, c'est un fort exemple pour moi, c'est Olivier Goua. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, l'entrepreneur qui a la maladie de Charcot. Ah oui. Voilà. Ceux qui ont fait un film, etc., qui a une lumière intérieure qui est juste, qui nous emmène, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a tout à l'intérieur de lui, ce monsieur, dans un état proche de la mort. Oui, ça, ce sont des grandes leçons. Des grandes leçons dont on peut s'inspirer, des beaux modèles. Comme on peut, avancer sur notre chemin de vie en écoutant, en lisant, en voyant que effectivement ça existe. Puis s'inspirer, aller vers. Pour d'arriver à ce niveau-là, je pense que c'est pas donné à tout le monde sur cette terre, je pense, mais on peut s'approcher être effectivement moins dépendant de circonstances extérieures pour connecter avec le bonheur de vie. Alors, oui, j'ai donné un document, si vous souhaitez l'avoir, qui vous permettra de savoir quels sont vos drivers dominants. Tu l'avais fait, toi, non? On l'avait fait ensemble ou pas? Oui. Quels sont vos drivers dominants? Et les drivers, en fait, ce sont les comportements qui, justement, se sont créés à partir de nos croyances. Donc, on a, Berne a indiqué plusieurs drivers qui a le fait plaisir. Tout plaisir, soit fort. Voilà, plaisir, soit fort, dépêche pas. Soit parfait. Soit parfait, et après,
Le dépêche-toi, il est un peu Soit parfait, soit fort. On fait des efforts. comment on fait Des efforts. Fait effort. Et puis là, le dépêche-toi, qui est un driver un peu plus tardif dans la mise en place des dépêches, surtout dans la société actuelle, très activé. Mais c'est pas un driver dominant, on va dire, il est plutôt secondaire. Voilà, celui-là, il est plutôt secondaire. Oui. Alors, pour faire vite, dans le fait plaisir, en fait, les personnes ont compris le message à travers les croyances qui sont les leurs, qu'elles vont être aimées si elles font plaisir. Alors, ça leur permet d'avoir développé des compétences magnifiques empathiques, de générosité, de savoir s'il peut faire plaisir à quelqu'un, comment je vais pouvoir faire une atmosphère accueillante pour accueillir mes amis. Enfin, ça crée de vraies compétences. Il n'y a pas un driver qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Je veux dire, c'est juste dire qu'on a cette empreinte en nous qui s'est créée par rapport à la manière dont on a configuré, compris notre scénario. Donc, on est dans cette attitude-là. Maintenant, le risque ici, c'est de s'oublier. C'est-à-dire que c'est une question, tu vois, c'est comme sur un curseur. Tu as un curseur qui monte et qui descend. Alors, soit tu es à un bon endroit et voilà, tu penses aux autres, tu penses à toi et ça fait partie de ta personnalité, c'est agréable, voilà, tout se passe bien. Mais souvent, quand on est sous stress, on passe dans la période la moins favorable, qui est je m'oublie. Je ne sais pas dire non aussi. C'est pas bien. Là, c'est la partie qui n'est pas la plus favorable, mais qui ne veut pas dire que dans un état d'équilibre, justement, on ne connecte pas forcément ça. Et savoir que c'est un point de fragilité. Quand on est en stress, on a tendance à caler justement là où c'est moins favorable pour nous. Après le soi fort, il est capable de monter des chantiers, de mettre en place des défis que plein d'autres ne feraient pas, parce qu'il a développé cette capacité de compter sur lui-même et de faire les choses vraiment d'une manière autonome et réussissante. Le problème du soi fort, c'est qu'il ne s'autorise pas sa vulnérabilité. Donc, ça veut dire que quand la pression monte, quand il y a des difficultés, ben, c'est trop introverti, la souffrance elle reste à l'intérieur. Donc, il doit apprendre à je suis fort, effectivement, je sais faire les choses et je sais que je suis capable de certains chantiers, mais j'ai aussi ma zone de vulnérabilité et j'ai aussi besoin des autres et j'ai aussi besoin de reconnaître cette zone de vulnérabilité pour me faire du bien. Alors, le soi parfait, il a été en contact avec la honte de ne pas savoir, la honte de se tromper. C'est ça qui motive la mise en place de ce driver-là. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de perfection, alors qui peut être très bien, là aussi en termes de côté positif, de structuration de personnalité, parce que ce sont des personnes qui sont jusqu'au boutiste, mais pas dans le sens négatif du terme, je ne sais pas ça que je voulais dire en fait, qui sont très précis dans ce qu'ils font. Qui rendent un travail. C'est impeccable. Tu partiras en vacances avec des gens comme ça, mais ils ont tout préparé, tout est prêt, l'itinéraire, le machin, tout est super cadré et voilà. Ça peut être aidant, des fois ça peut être un peu gênant, mais si tu as besoin d'acheter une machine à laver, tu demandes à ton ami soit parfait qu'il te fasse une étude comparative, ça va être génial. Donc on a chacun besoin les uns des autres, donc savoir que le soi parfait a de vraies compétences. Après, il a un problème avec la joie. Parce qu'en fait, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a fait, puisqu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Ça, c'est dans la partie comment, et c'est souvent des personnes qui effectivement ont des problèmes avec la joie. Mal à dire, bon, bah, voilà, c'est en état, c'est comme ça, mais je suis contente de l'avoir fait. Non, je ne suis pas contente parce que j'aurais pu faire mieux. Ouais. Ça, c'est terrible parce que tu t'empoisonnes la vie tout le temps. Tu vois, t'es pas du tout. Alors là, les signes de reconnaissance, ouais. Alors, fais effort. Alors, ça fait partie des personnes qui ont beaucoup entendu qu'il fallait faire des efforts pour y arriver. Alors, c'est vrai qu'ils sont aussi capables d'une grande capacité de réalisation, mais dans la partie la moins favorable, souvent ils font des efforts, mais pas jusqu'au bout. Ça fait le mythe de Sisyphe. Tu pousses la pierre jusqu'en haut, puis hop, elle redescend. Tu n'arrives pas à la mettre. Qui ne terminent pas les chantiers, ils sont souvent en difficulté, ils arrivent en retard. Voilà. C'est la partie négative du driver. Et puis le dépêche-toi, donc est un driver plutôt secondaire, néanmoins il existe. Dans la société dans laquelle on est, vous pouvez imaginer qu'il est quand même
pas mal activé. Donc ça nous met à bout de souffle en fait. On est sans arrêt en train de faire des choses, de courir, de courir, de courir. Et le besoin ou la peur sous-jacente serait la peur de mourir. Peur de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'aurais envie de faire. Pas forcément conscient, mais on peut se poser la question, quel est notre rapport à la mort, comment on imagine notre vie aujourd'hui et dans les années à venir. Donc c'est souvent présent. Voilà. Et donc ça, le petit questionnaire vous permettra d'avoir, on en a en général un ou deux, dominantes, donc de mettre le doigt sur le driver qui vous caractérise si vous ne l'avez pas déjà fait dans votre cas. Et ne me dites pas, je les ai tous. Je n'en ai aucun. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis alors, la structuration du temps, peut-être aussi, je vais vous présenter vite, rapidement. Bon, là aussi, je suis dans un dépêche-toi, modéré, mais le temps passe. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de manger. Non, c'est pour après. Ah bon, la structuration du temps, c'est aussi un outil d'analyse fonctionnelle que je trouve très intéressant. Ça parle de la manière dont on structure son propre temps pour aller chercher des signes de reconnaissance. Alors, il y a plusieurs étapes, bien sûr. Alors, le premier, c'est le retrait. Alors, bien sûr, en position de retrait, on n'a pas de signe de reconnaissance. Donc, on va faire ça, comme ça, tac, tac. Alors, ça ne veut pas dire qu'avoir une position de retrait est négative. Si on le fait de manière consciente, parce qu'on a besoin d'être isolé, parce qu'on a besoin de se retrouver, c'est OK, c'est hyper positif. Par contre, il y a des gens qui le font parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont du mal à aller vers les autres et ils restent un peu trop repliés sur eux-mêmes. En tout cas, il est certain que là, les signes de reconnaissance, on n'en a pas. Voilà. Après le retrait, il y a les rituels. Alors, le rituel, ça peut commencer par le bonjour du matin. Et quand on dit bonjour, souvent, on dit bonjour, mais bon, c'est pas non plus un signe de reconnaissance énorme, hein, sauf si on rencontre quelqu'un qu'on aime bien, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on veut se dire bonjour, on va être vraiment présent, et là, on va se prendre une grosse bouffée de signes de reconnaissance. Sinon, tous ces petits signes codifiés sont importants, mais ne nous apportent pas beaucoup de signes de reconnaissance. Mais s'ils n'étaient pas là, on s'en rendrait compte. Imaginez, vous arrivez dans sur le lieu de travail, vous sortez faire un tour avec les gens que vous connaissez, les voisins que vous croisez, personne ne vous dit bonjour. Ouais, là, on remarquerait, hein, ça générerait quelque chose en nous. Donc, on a besoin de ces petits signes-là, mais ils ne sont pas extrêmement nourrissants. Après, il y a le passe-temps. Le passe-temps. Alors, le passe-temps se caractérisant souvent comme exemple sur la machine à café dans une entreprise. On va boire un café ensemble et puis on se raconte le dernier film qu'on a vu. Mais toi, les vacances, là, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu plus en termes de signes de reconnaissance que ce que pouvait représenter le rituel. Mais en même temps, on ne rentre pas non plus dans quelque chose de très important. Donc, mais tout est utile. Hein. Il ne s'agit pas de se dire que ce n'est pas utile. Et d'ailleurs, on a parfois besoin de faire ce chemin-là avant d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus conscient. Après, il y a l'activité. Donc là, on va partager une activité ensemble. On va faire une sortie ensemble, on va partir en vacances, on va organiser un repas. Et donc là, on partage davantage de choses les uns avec les autres. Hein. Donc on a un peu plus de signes de reconnaissance que dans les activités précédentes. Et puis ensuite, il y a deux directions possibles. Il y a l'intimité. Alors l'intimité au sens où Eric Berne en parle, c'est la capacité d'être soi-même avec l'autre. Pas de sexualité. C'est bon, parce que la sexualité, on peut le faire dans le rituel, dans le passe-temps. Ah oui, je l'ai fait. Voilà. Donc, pour revenir à cette intimité, donc c'est vraiment je suis moi-même parce que je suis en confiance. Je suis en confiance et l'autre est en confiance avec moi. Et là, c'est magnifique. Magnifique de vivre des relations comme ça. On n'en a pas forcément beaucoup, hein, mais c'est très nourrissant. Ça nous fait du bien. Ça nous nourrit le cœur vraiment d'une manière extraordinaire. Donc ça, choyez vos amis, prenez soin d'eux, parce que vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Et de l'autre côté, à l'opposé, nous avons ce qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, mais les jeux psychologiques. Les jeux psychologiques, c'est-à-dire tous les conflits qui ont leur porte d'entrée au niveau du triangle dramatique.
Donc, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on préfère voir évoluer que pas du tout. Donc, si je ne sais pas nourrir mon besoin d'intimité, il est de fortes chances que je rentre dans des comportements qui vont m'amener à être en conflit avec les autres. Alors, Eric Berne a écrit des jeux et des hommes. Il a décrit un certain nombre de jeux qui sont très intéressants, dont un qui s'appelle, il y a eu un film qui a été fait là-dessus, je vais vous donner un peu des exemples des jeux dont il parle. Il y en a un qui s'appelle Oui mais. Alors Oui mais, c'est la situation qui fait que vous rencontrez un ami, par exemple, qui vous expose cette situation avec beaucoup de difficultés en disant en ce moment c'est difficile parce que voilà, avec ma femme on n'a jamais le temps de sortir au restaurant parce que avec les enfants, donc du coup bon, puis cet ami très gentil lui dit bah écoute, si tu veux moi je peux venir de temps en temps pour libérer une soirée, m'occuper des enfants. Ah non mais non, c'est possible parce que non, les enfants, ils ont l'habitude qu'on soit là, donc c'est pas possible. Ben, on peut trouver une nounou, peut-être. Si une jeune femme avec qui il se sentirait bien. Ah non, c'est pas possible. Oui, mais. Et ce jeu-là, si vous l'avez déjà vécu, fait que vous êtes force de proposition, qu'au bout d'un moment, ça vous. Toi, tu te dis, mais écoute, t'as pas envie d'être aidé, en fait. Ben, reste avec ton problème. Voilà. Puis l'autre dit, bah, mais quand même, t'exagères. Toi, je viens t'expliquer ma situation, puis tu me parles comme ça. Voilà un exemple de jeu de oui, mais. Et inconsciemment, la personne qui joue le jeu de oui mais inconsciemment, parce que les jeux sont toujours inconscients, ils sont motivés par le scénario qui n'est pas conscient en eux, eh bien, c'est de mettre l'autre en situation d'impuissance. Impuissance à l'aider. Alors, par exemple, la problématique des alcooliques est très basée sur ce sujet. Il y a toujours plein de gens qui veulent les aider et eux, leur objectif inconscient, c'est de montrer à l'autre qu'ils sont impuissants pour les aider. C'est difficile, c'est l'entourage et des amis proches. Et c'est là-dessus qu'est fondée la problématique de l'alcoolisme. Voilà. Alors après, dans les jeux, il y en a un qui s'appelle Je te tiens salaud. C'est très drôle. Je te tiens salaud. C'est-à-dire qu'en fait, je te donne des fausses informations, je te donne des consignes pas claires, puis après, je te coince sur comment ça, t'as pas fait ça. Voilà. Il y a des jeux qui ont des entrées par le sauveur, le persécuteur et la victime. Il y en a un qui s'appelle Jambe de bois. Jambe de bois, c'est, par exemple, vous avez été à une réunion, et puis, bon, alors, qu'est-ce qui prend le compte-rendu? Tiens, tu veux bien prendre le compte-rendu? Puis toi, tu me dis, bah, ah non, mais moi, j'ai une écriture, là, ça ne marche pas, elle est illisible, mon écriture, donc ça ne va pas être possible, je transmets le compte-rendu. Jambe de bois. Voilà, non, je ne peux pas parce que j'ai un handicap. Et ce qui n'est pas souvent une bonne raison, mais tu as toujours un sauveur qui va dire, bon, bah, je vais le faire. Donc, pour désactiver les jeux psychologiques. Alors, pour désactiver les jeux psychologiques, c'est, on n'a pas eu le temps vraiment de le voir, mais c'est de ne pas entrer dans le triangle dramatique et de se baser sur une attitude adulte, au sens du PAE, qu'on n'a pas non plus vu. C'est-à-dire de revenir une prochaine fois. C'est de revenir à quelque chose où on ne va pas rentrer dans la colère, tu vois, on ne va pas basculer, par exemple, dans le jeu de oui mais que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, si je ne suis pas conscient de ce qui s'est en train de se passer pour moi, je vais finir par être en colère et agacée, et donc terminer la relation avec une phrase désagréable ou écourter l'échange. Donc là, je suis rentrée dans le jeu. Mais si je ne rentre pas dans le jeu, à un moment donné, je peux faire stop. Excuse-moi, je constate quelque chose. Voilà. Je suis en train de te faire plusieurs situations d'idées que j'ai, et j'ai vraiment l'impression que ça te dérange en fait. Tu n'as pas du tout envie que je t'aide pour ça. Donc, on va arrêter. Ça, c'est différent. Tu n'es pas dans une énergie de colère, mais tu dévoiles le jeu. Parce que tu arrêtes de jouer. Tu nommes le jeu. Tu arrêtes. Parce que sinon, tu es en sauveur. Toi, dans ce triangle-là, par exemple, la personne entre en victime. Oh, voilà, pauvre de moi. Et hop, tu te places en sauveur. Ça fait une énergie qui se met là. Et puis, au bout d'un moment, hop, changement de rôle. Et toi, tu passes en persécuteur. L'autre, il reste en victime éventuellement. Mais toi, il y a un changement de rôle. Et dans le triangle dramatique, le changement de rôle veut dire conflit. Conflit apparent, le conflit visible, c'est quelque chose qui se passe. Donc, refuser d'entrer dans un de ces trois rôles-là, effectivement, quand on en prend conscience, est une garantie de ne pas amorcer, de ne pas, jouer avec l'autre, qui nous a tendu le bâton, mais on l'a pris. Et ben voilà. Pensez là. Je regarde, j'avais envie de partager avec vous, je crois que c'est essentiel. Je peux peut-être vous dire que
Oui, dans ce que propose l'analyse transactionnelle, donc prône le retour de l'adulte pour mettre en place des changements désirés. Donc l'adulte, l'état du moi adulte, c'est ce que je viens de vous dire, on intervient de façon factuelle par rapport à ce qu'on observe, le renvoi à l'autre sans jugement, etc. C'est l'amour qui est fondamentalement la force qui nous rend autonomes dans les relations humaines. La transaction de base de l'amour passe par le signe de reconnaissance positif. Le manque d'amour est le fruit d'une gestion des signes de reconnaissance mis en place par le parent normatif. Bon, ça, je ne vous en ai pas parlé. Des personnes en manque de signes de reconnaissance vont rechercher et accepter des signes de reconnaissance négatifs à la place des signes de reconnaissance positifs. Et donc, les signes de reconnaissance négatifs sont générés lorsque les jeux psychologiques se mettent en place. Donc, l'analyse transactionnelle apporte des outils pratiques centrés sur l'amour pour promouvoir toute forme de coopération et de liberté au niveau des transactions de personne à personne. Donc, il y a 3 états du moi, chacun d'entre nous est 3 personnes. Chacun naît avec une certaine capacité de spontanéité. Dans l'état du moi parent, au niveau fonctionnel, on décrit le parent nourricier et le parent normatif. Et pour Verne, mais particulièrement Steiner, il dit que c'est ça qui nous empoisonne la vie, le parent normatif, l'auto-jugement qu'on peut avoir sans cesse sur soi avec la dévalorisation associée. Et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut à la fois prendre conscience, scénario décidé dans l'enfance en fonction d'influences extérieures. Alors, les signes de reconnaissance sont essentiels pour la survie, chacun a un état objectif capable de traiter l'information, donc c'est la vérité de la vie. Et le scénario amène les hommes à jouer certains jeux pour obtenir les signes de reconnaissance dont ils ont besoin. Mais pour lui, il travaille beaucoup sur la libération du parent normatif. Négatif. Le parent normatif positif, c'est celui qui organise, qui structure, qui gère. Mais le négatif, c'est celui qui est dans le jugement, qui est conditionné justement avec ce qu'on a entendu, ce qu'on a cru, ce qu'on continue à relayer en nous et qui est un véritable poison. Voilà pour cette petite présentation de l'analyse transactionnelle avec moi. C'était super riche. On a envie de continuer l'expérience. En fait. C'est clair. Avec Loa. On pourra passer l'après-midi. Après, tu vois, tous ces concepts-là ont été quand même balayés. Donc, chacun, il y a une profondeur, il y a une manière de rentrer dedans, effectivement, qui est intéressante. Puis surtout, comme je vous dis, je redécouvre, moi, avec joie, cette profondeur-là, tu vois, qui m'a baignée pendant quelques années parce que j'étais en formation, puis j'étais à court, et après, je me suis dit, c'est incroyable comme ça m'a permis de construire. Alors, si vous voulez, vous pourrez regarder, mais je t'enverrai aussi, Stéphane, tout à l'heure, une interview que j'ai fait hier soir, qui est absolument super, parce qu'il y a une enseignante qui parle de ce qu'elle est en train de mettre en place dans la classe qu'on accompagne. Donc, c'est toi qui as interviewé l'enseignante? Non, moi j'ai été interviewée sur la méthode T'as tout compris, et il y avait Dominique qui était là en tant que président qui donne aussi sa vision. Et puis il y a une enseignante qui travaille à Argenteuil, dans un établissement très difficile où il y a eu des menaces de mort en juin vis-à-vis d'enseignants. C'est très chaud. Et on travaille avec 4 enseignants. Et elle raconte comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle fait actuellement qui a modifié la classe et le profil de la classe aujourd'hui avec un travail justement où les enfants sont plus coopératifs, solidaires les uns des autres et dans la capacité de gérer les problématiques en interne et pas faire appel toujours à des adultes. Tu vois. Ce qu'elle disait quand on leur pose la question, par exemple, il avait donné cet exemple d'un enfant qui il se moque beaucoup les uns des autres. Donc ça, c'est ressorti en cercle de paix et c'est ressorti plusieurs fois. Donc tu vois, ils arrivent, pas parce qu'ils le disaient que ça changeait les choses. Et donc là, les a mis en travail pour qu'ils cherchent des solutions, eux, à cette situation. Et ils ont trouvé des choses magnifiques. Magnifiques. Donc on va voir comment ça évolue, mais tu vois, dès que tu mets la puissance du groupe en branle, ce qui se passe. Parce qu'au départ, quand je leur ai posé la question, bon, alors, comment on va faire? Ce qui leur est venu tout de suite, c'est la sanction, punition. Il faut punir, il faut appeler les parents, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a des heures de colle, mais elle dit, mais il n'y a pas d'autre solution, là, en interne, on ne peut pas trouver des choses où on va se réguler nous-mêmes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est... Elle en parle très bien, donc je t'enverrai la petite vidéo, ça dure 1 heure, mais vous pouvez regarder des passages voilà, qui vous paraissent